Alors, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous formation présenté par l'Université du Québec à Chicoutimi. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. L'événement d'aujourd'hui porte sur comment gérer son stress pour en faire son allié. Avec le contexte actuel, alliant la pandémie, le manque de main-d'œuvre, le quotidien de tous qui est chamboulé, le stress fait probablement partie de votre vie. Évidemment, là, on pense aux Ukrainiens ce matin qui vivent un stress supplémentaire, mais évidemment, au Québec, la pandémie a vraiment chamboulé nos habitudes. Jamais on a autant parlé de santé mentale. Chez les petits, chez les étudiants, chez les travailleurs, chez les gestionnaires, le stress est partout. Est-ce qu'il prend trop de place, ce stress-là? En fait, ce qui prend trop de place, c'est la détresse, soit le résultat du processus de stress que nous n'arrivons pas à gérer. Bien utilisé, ce stress peut contribuer à notre efficacité dans les différentes sphères de notre vie, à notre bien-être ainsi qu'à notre sentiment de fierté personnelle. Et c'est ce dont il sera question aujourd'hui. Mais avant de donner la parole à notre conférencier, permettez-moi de saluer et de remercier nos partenaires annuels, Ville-Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. Je vous ai mentionné que le partenaire présentateur des rendez-vous formation est notre précieux partenaire l'UQAC. Alors, j'aimerais céder la parole à Guylaine Malaison, une femme absolument extraordinaire, directrice des centres de formation continue de l'Université du Québec à Chicoutimi. À toi, Guylaine. Merci, Sandra. Bonjour à tous. Je suis vraiment bien contente, très heureuse d'être parmi vous ce matin pour ce bel événement. Je me présente, Guylaine Malaison, comme Mme Rossignol l'a dit, directrice des centres de formation à l'Université du Québec à Chicoutimi, dont notamment le service de formation continue fait partie. Vous savez, l'université a entre autres comme mission de favoriser l'accès aux études universitaires et à encourager l'éducation tout au long de la vie. Le service de formation continue s'inscrit bien sûr dans cette mission en permettant aux individus de se perfectionner et de progresser dans leur profession, mais également aux entreprises et aux organisations de rehausser les compétences et les expertises de leurs employés. La formation continue de l'UQAC collabore avec des experts professeurs. Nous avons aujourd'hui M. Hébert, chargé de cours afin de vous proposer des formations dans des formats qui sont variés, qui concilient travail, études, famille, qui répondent à vos attentes, aux besoins bien sûr actuels du marché du travail et qui correspondent à notre réalité régionale. Alors, c'est certain que notre collaboration, notre partenariat avec la Chambre des commerces est précieuse, naturelle, mais également essentielle. Nous sommes donc très heureux aujourd'hui d'avoir l'occasion de vous proposer la conférence de M. Étienne Hébert, comme Sandra l'a mentionné, un sujet bien d'actualité. Je termine en vous invitant à consulter notre site web, formationcontinue.uqac.ca, afin d'être au fait de notre offre de formation et à nous contacter pour tous vos besoins spécifiques. Nous avons des agents de liaison qui vont se faire un plaisir de vous proposer un concept de formation unique qui répond à votre réalité régionale, à vos besoins et à vos attentes. Je vous souhaite une belle conférence. Merci. Merci, Guylaine. Nous aussi, on est tellement contents de collaborer avec l'Université du Québec à Chicoutimi parce que l'adéquation, formation et besoin de la main-d'œuvre de nos entreprises est tellement important. Maintenant, je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui. Nous, on l'aime et c'est certain que vous allez l'adorer. Étienne Hébert est psychologue clinicien, professeur en psychologie spécialisé dans les théories de la personnalité et la psychopathologie au département des sciences de la santé
à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis 2004. En pratique privée, il a animé plusieurs conférences sur la psychologie sportive et la préparation mentale des athlètes, ainsi que des formations portant sur le phénomène de stress en période de pandémie. Depuis, il accompagne des athlètes et des entraîneurs de tous les niveaux provenant de nombreuses disciplines sportives dans la gestion de leur stress, de leurs émotions, ainsi que dans l'établissement et la poursuite des objectifs. Alors, merci d'être avec nous, Étienne, ce matin. Et voilà, je te cède la parole. Merci beaucoup, Sandra. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Oui, super. Bon matin à toutes et à tous. Je me demandais pourquoi je n'avais pas préparé de présentation dans mon PowerPoint. Et puis comme j'ai entendu Sandra me présenter, je me suis dit, ah, c'est pour ça. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ben, rien. En fait, vous savez l'essentiel. Je suis professeur à l'UQAC, je suis psychologue clinicien. Et en fait, comment j'en suis venu à m'intéresser au processus de stress? Simplement parce que mon plan B, puis là, ça vous semble peut-être pas avoir beaucoup d'importance, mais vous allez voir, ça devrait avoir de l'importance dans les 40 prochaines minutes. Mon plan B dans la vie, moi, c'était de coacher au football. Et donc, un psy qui coach, il est arrivé, puis je travaillais avec les troubles mentaux à ce moment-là, puis il est arrivé ce qui est arrivé, de fil en aiguille, les gens dans le sport m'ont demandé pour commencer à donner des conférences sur la psychologie sportive, puis je me suis tranquillement pas vite immergé là-dedans, et le stress, c'est le stress. Que ce soit dans le sport, en éducation, en finance, en affaires. Et cette espèce d'intérêt-là pour la gestion des émotions, la gestion du stress, s'est répandu un peu partout. Et donc, depuis une vingtaine d'années, je donne des conférences vraiment sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions et des choses, dans le fond, qui sont transversales là, à la psycho du sport. Donc, on a une quarantaine de minutes à passer ensemble ce matin. Je vous dirais, mon objectif est fort simple. Mon objectif est aujourd'hui de vous présenter le processus du stress, qu'on démystifie un peu comment ça fonctionne, le stress, et que vous puissiez réaliser que dans le fond, cette bibite-là, cette affaire-là, ça se contrôle, ça se gère. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que il y a de l'espoir. Puis quand on se sent stressé, ben il y a quelque chose de productif. Ben, productif, je suis pas sûr, mais il y a quelque chose de bénéfique à faire avec ça. Disons ça plutôt comme ça. Donc voilà. Je vais donc maintenant vous partager mon écran. Attendez un petit peu, je vous share screen. Voilà. Donc, là, vous voyez mon écran qui est tout à fait bleu, mais attendez un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez mon écran maintenant? C'est bon. Donc, je me lance. Et s'il y avait une urgence quelconque là, pendant la présentation, faites-moi signe. Je m'arrêterai. Sinon, je pense qu'on a une courte période de questions de prévu à la fin. Est-ce que c'est bien ça? Bon, donc, voilà. La gestion du stress, une compétence transférable à toutes les sphères de la vie. En effet, je vous l'ai expliqué un peu, je pense que le stress, vous en vivez beaucoup, vous en avez vécu beaucoup dans les 2 dernières années et vous en vivez d'autant plus, je dirais, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, la pandémie. Et donc, c'est une compétence qui, oui, peut être fort utile dans la gestion au travail, mais qui est aussi fort utile dans notre vie personnelle. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'ambitionne de vous faire réaliser que c'est un outil qu'on peut utiliser là, partout dans notre vie. Le plan ce matin. L'objectif, comme je vous ai dit, c'est je pense, démystifier le processus de stress, peut-être de vous donner quelques trucs ou en tout cas compréhension de son fonctionnement d'entrée de jeu. Ensuite de ça, on va passer par une définition du stress. On va ensuite parler des manifestations du stress, du mécanisme du stress et des réponses possibles au processus là, de stress. En fait, je vais insister ou je vais vous présenter 2 réponses possibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on a
quand on a une réponse de stress trop importante, gérer le stress momentanément, puis gérer le stress au long cours. Okay? Donc, deux réactions possibles ou deux façons de s'y prendre pour gérer notre stress. Donc, allons-y. Tout d'abord, commençons par le début. C'est quoi le stress? Je sais qu'on a peu de temps, mais j'aurais envie de vous demander si nous avions quelques braves qui sont en mesure ou en fait qui ont envie de se lancer puis de nous proposer une définition du stress. Qu'est-ce que vous entendez par stress? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées? Je sais peut-être. Oui, ça. Une émotion, c'est ce qu'on ressent. OK. Une émotion. OK, parfait, merci. Alexandra? Une pression qu'on se met, qu'on ressent. Une pression, parfait. Une pression qu'on met, qu'on se ressent, merci. Autre chose? Une réaction. Une réaction à quoi? Ben, une réaction à quelque chose qui arrive et qu'on ne peut pas trop contrôler. OK. Une réaction qu'on ne contrôle pas. Ouais, moi, ça serait ça, une perte de contrôle. C'est comme ça que je le sens. Une perte de contrôle. C'est quand je me mets à perdre le contrôle, ben là, je me mets à stresser, je fais de l'angoisse, sueur froide, pas OK. bien. Ah, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Donc, il y a l'idée là l'idée de contrôle puis l'idée de manifestation. OK? Merci. Ça, si j'imagine, c'était François, la main levée? Non, ça, c'était pas moi. Ah, OK. François, vas-y. Un instinct de survie face au danger. OK. Un instinct de survie. OK. Puis ça fait faire quoi, cet instinct de survie-là? Rester alerte pendant que un peu le trigger du stress qui est présent pour que justement, ce problème-là soit réglé. OK. Merci, merci. Autre chose, peut-être une ou deux autres, je ne sais pas si vous avez autre chose, mais vous êtes bien, en tout cas, vous êtes bien partis. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, non, peut-être. Non? OK. En fait, c'est très intéressant cette idée-là. On va défaire des mythes ce matin. On va défaire des mythes. Effectivement, on a dit, bon, le stress, c'est une émotion, c'est une forme de pression, c'est une perte de contrôle. Vous avez beaucoup parlé, en fait, du résultat du processus de stress. Le stress, c'est un processus, on va voir. Puis, c'est pas nécessairement négatif, le stress. L'autre élément qui a été soulevé, l'idée d'instinct de survie, qui nous mobilise, qui nous met en action. Effectivement, le processus de stress, là, on va voir, c'est associé à ça, à cette idée-là de se préparer nous-mêmes là, à réagir à une demande qu'il y a. Donc, vous aviez des bonnes pistes, mais aussi certaines préconceptions là, de ce que c'est le stress, alors d'une façon menaçante, alors que c'est pas nécessairement ça. OK? Ce qu'on dit dans le milieu académique, on est bon pour inventer faire des termes qui sont hautement compliqués, mais qui sont très difficilement applicables. On dit la chose suivante. Une réaction non spécifique de l'organisme qui nous permet de survivre. Bon, ça ne dit pas grand-chose entre vous et moi, là, ça ne nous avance pas beaucoup. T'sais. Moi, ce que j'aime beaucoup plus à propos du stress, c'est la chose suivante. Puis vous allez voir, c'est extrêmement concret, en fait, cette idée-là. C'est le stress, c'est un ajustement. Le stress, là, puis là, je fais écho à, je pense que c'est François qui a parlé de l'instinct de survie. C'est une adaptation qui se déroule à 3 niveaux. Puis ça, c'est important parce que on a parlé des émotions, on a parlé de la pression qui se manifeste, mais le stress, c'est une adaptation à 3 niveaux. Donc, mental, cognitivement, émotionnellement et physiquement. Donc, c'est une adaptation qu'on fait devant une pression ou une demande, okay, tangible ou perçue. Donc, c'est un processus, le stress. C'est quelque chose qui se produit dès qu'on nous fait une demande.
OK? Dès qu'il y a quelque chose qui nous est demandé, le stress se met en action, puis on s'ajuste à ces 3 niveaux-là. Donc, il va y avoir les conséquences puis les façons de le gérer, le stress, sont directement liés à ces 3 niveaux-là. OK? Maintenant, c'est quoi les manifestations? Parce que là, on dit, OK, c'est ça le stress. C'est quoi nos manifestations de stress? Est-ce que vous êtes bon pour identifier vos manifestations de stress? Je ne le sais pas. À pouce levé. Vous avez le contrôle vous avez des réactions, là. À pouce levé, est-ce que vous êtes capable de me dire, là, j'ai essayé de faire comme dans. Est-ce que vous êtes capable dans les réactions, là, qui est bon pour identifier ces réactions de stress parmi vous? Qui pense qui est bon? Oui, un petit peu. Oui, un peu. Ça dépend, hein? Ça dépend du type d'événement. Notre enfant qui se blesse, c'est une chose. Un défi au travail, c'en est une autre. Oui, mais en fait, les manifestations du stress sont les mêmes. C'est ça le défi. Et en fait, les manifestations du stress, je vous ai donné la définition du stress, hein? Une adaptation à 3 niveaux. Maintenant, les manifestations du stress, les gens, contrairement, on est très, très bon pour les nommer cognitivement. OK? En fait, cognitivement, là, les manifestations du stress, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Tantôt, là, il y en a été mention. T'sais. Comment ça se manifeste physiologiquement, par exemple, le stress? Ben, souvent, là, on se sent tendu, on a mal au cœur, on a mal au ventre, on a mal à la tête, on a les jambes molles, on transpire, on a les mains moites, on vient la bouche sèche. Et physiquement, là, le stress, on le sait à ça. Cognitivement, le stress, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par souvent des pensées négatives, l'incapacité de s'adapter à une situation. Puis ça, en affaires, là, c'est tannant, parce que l'incapacité de s'adapter. On pense toujours la même affaire, puis là, on se dit, voyons, je suis donc pas capable d'imaginer une autre solution à mes difficultés. Une espèce de forme de rigidité, de fixation, là. L'idée de ne plus être capable de penser, ou au contraire, plus être capable de centrer notre attention sur une chose. En fait, c'est-à-dire que les pensées partent dans tous les sens, les pensées fuyantes. Donc, les 2 manifestations sont possibles. Hein? L'espèce de centration sur une chose, on devient comme obsédé, ou l'espèce de ça part dans toutes les directions, puis on n'est plus capable de centrer notre attention sur quelque chose. OK? Ça, c'est des manifestations cognitives du stress. Et il y a les manifestations affectives du stress. La peur, on devient irritable, on se sent plus anxieux, on se sent plus triste, on a plus facilement la larme à l'œil, on est plus prime, pour parler en bon québécois. Et donc, vous voyez, quand je vous dis c'est un ajustement à 3 niveaux, le stress, mais les manifestations sont à 3 niveaux. Et je vais vous dire un secret. Généralement, on est bon pour les énoncer, mais les gens sont très mauvais pour reconnaître leurs propres signes de stress. On dit que c'est environ 40% des gens qui sont capables de bien identifier leurs signes de stress. Donc, une des premières choses que moi je fais quand je travaille avec mes patients ou avec des équipes, c'est réellement, est-ce que vous connaissez vos signes de stress? Puis on se fait un checklist, là. Un checklist de, pour moi, être stressé, là, ça veut dire, par exemple, mal dormir. Pour moi, être stressé, puis les gens, ils pensent pas souvent. Tu sais, j'ai mal dormi, je sais pas ce qui se passe, puis ils font pas le lien avec le stress, tu sais. Ou j'ai mal dans le dos, puis je fais pas le lien avec le stress, alors qu'il y en a un, là. C'est pas de la pensée magique, cette idée-là. Le stress crispe les muscles réellement, là. Ça provoque une réaction physiologique. De tension musculaire, puis on peut développer des mal de cou, des mal de tête, des mal de dos réels. Puis les gens, ils pensent pas tout le temps. Ah, j'ai donc de la misère à me concentrer aujourd'hui. Ils font pas le lien que c'est le stress. Tu sais, je suis donc irritable. Ah, j'ai la larme à l'œil. Mais, et ça, là, il faut se l'approprier. Tu sais, si on veut bien gérer son stress, j'ai envie de vous dire, la première chose qu'il faut faire, c'est être capable d'identifier, OK, quand moi je suis stressé, là, j'agis comment? Je réagis comment?
Tu sais, je deviens plus irritable, je suis plus capable de me concentrer, j'ai mal partout, j'ai mal au ventre. Et c'est vraiment là, la première étape dans la gestion, c'est est-ce que je sais vraiment ce qui ce qui caractérise ma réaction quand je suis stressé. OK? Et donc, comme je vous dis, c'est cognitivement, sans aucun doute, mais comme Morpheus nous disait dans la matrice, ben, il y a une grande différence entre connaître quelque chose cognitivement puis être capable de le faire, puis de le mettre en application, puis de le vivre. OK? Donc, d'avoir une espèce de checklist du stress, là, c'est pas bon juste pour les enfants, je vous dirais, c'est très bon pour les adultes parce qu'on l'ignore fréquemment. OK? Donc, maintenant, comment ça fonctionne, le stress? Là, je vais vous livrer peut-être mon plus grand secret, là. Comment ça fonctionne, le stress? Vous allez voir, c'est d'une simplicité désarmante. C'est désarmant. Un enfant de maternelle comprend ça. OK? Le problème, c'est de l'appliquer. OK? Vous pouvez l'expliquer à tout le monde. Dans le fond, là, c'est un secret, mais c'est pas un très gros secret. Mais le problème, c'est de l'appliquer, puis de l'appliquer avec constance. Le stress, là, puis vous pouvez prendre toutes les formations sur le stress que vous voulez, lire tous les livres que vous voulez sur le stress. Je suis convaincu que vous allez être toujours capable de ramener ça à une soustraction très, très simple, OK? Qui répond à la chose suivante. C'est vos ressources, ce qui est à votre disposition, OK? Moins ce qui vous est demandé. Ça donne le stress. OK? Le stress, là, c'est aussi simple que ça. La bonne nouvelle, en fait, il y a plusieurs bonnes nouvelles là-dedans. OK? La première bonne nouvelle, c'est que le stress, ça n'a pas de couleur affective. C'est pas négatif. C'est pas quelque chose de méchant en soi. C'est un processus neutre. Ce qui va déterminer sa valence affective, c'est le résultat de la soustraction. C'est ce que vous en faites. OK? Et donc, ça signifie que vous avez de l'emprise aussi. Ce que ça signifie, c'est que vous avez de l'emprise tant sur les ressources que sur les demandes. Vous ne pouvez pas empêcher le processus du stress. Vous ne pouvez pas vous dire, hey, il ne faut pas que je sois stressé. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est impossible. Ça arrive. Dès qu'on vous présente une demande, le stress se produit. OK? Mais vous pouvez contrôler, d'une part, ce qui est à votre disposition, donc vos ressources, et d'autre part, ce qui vous est demandé. Et là, ne vous en faites pas. Je ne vous dirai pas de restreindre au minimum les demandes. C'est pas vrai du tout. Mais en fait, un des plus grands trucs dont on peut se donner, c'est qu'il faut bien circonscrire les demandes qui nous sont faites. Et non pas laisser ça partir dans toutes les directions. Vous allez voir. OK? Et là, donc, maintenant, on peut se dire, OK, le stress, c'est ça. Mais, et donc, quand là, j'arrive avec mon idée de détresse, et donc, si vous avez assez de ressources pour répondre à ce qui vous est demandé, vous allez vivre du stress positif. Vous ne dites jamais que vous êtes stressé dans ce temps-là. OK? Ce que vous dites, c'est que vous avez hâte. Vous avez hâte de déposer votre projet, vous avez hâte que l'activité se produise, vous avez hâte. Ça vous tente. OK? Dans ce temps-là, ça, c'est une expérience très importante. C'est une expérience dynamisante, c'est une expérience même réparatrice. OK? Donc, il faut qu'il y ait des moments comme ça qui se produisent positivement. Par ailleurs, quand vous n'avez pas les ressources pour répondre aux demandes, là, vous dites que vous êtes stressé. Ah, là, on est stressé. Mais le vrai terme, c'est pas stress. Le vrai terme, c'est de la détresse. Vous êtes en état de détresse. C'est comme si, dans le fond, ce que votre corps est en train de vous dire, puis là, vous vivez tous les symptômes là, négatifs. Et là, ce que votre corps est en train de vous dire, c'est vous n'avez pas ce qu'il faut pour répondre à ce qui vous est demandé. C'est ça là, qui se produit. Là. OK? Sauvez-vous. C'est ça que votre corps, votre tête puis vos émotions vous disent. Sauvez-vous. Vous n'êtes pas capable de répondre. Puis savez-vous quoi? Votre corps a raison. Sauvez-vous.
si vous n'avez pas ce qu'il faut pour affronter une situation, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Sauvez-vous, ça presse. T'sais? Et donc, c'est drôlement important d'arriver à être capable de se dire, mais j'ai une prise, dans le fond, sur cette demande, sur les demandes qui me sont faites, et j'ai une prise à plusieurs niveaux. J'ai une prise sur la façon dont je peux mobiliser des ressources personnellement, et vous allez voir, c'est de ça dont je vais vous parler, et j'ai une prise sur la demande qui m'est faite. Okay? Contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est très à la mode là, de prendre plein de demandes puis de partir avec ça, mais vous allez voir, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que l'idée, en fait, là, puis je reviens avec un autre de mes mots-clés, c'est de bien circonscrire cette affaire. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est correct? C'est bon? Là, j'ai aucune idée du temps que je prends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'indiquer où j'en suis? Ça serait bien gentil. 8h28. OK. J'ai jusqu'à... C'est passionnant. J'ai jusqu'à quelle heure? J'allais dire, j'ai jusqu'à quel âge? Puis jusqu'à quelle heure? On s'était dit environ vers 9h moins quart. OK, c'est parfait. Non, je suis correct. Je suis correct. Là, j'ai 9h moins quart dans la tête, je vais me rendre. OK. Donc, on part avec ça. OK? On a la soustraction en tête, la définition du stress. C'est important d'identifier ces manifestations. Le stress, c'est une soustraction qu'on peut contrôler. Puis là, dans votre tête, ça doit dire, ah oui, ça se contrôle, mais ça, oui. On y vient, là. Comment on fait? OK? D'abord, comment on gère une trop forte réaction de stress? Ça, c'est important. Puis quand est-ce que ça se produit une trop forte réaction de stress? Je sais pas, moi, on vous donne un mandat, là, puis on vous dit, tu as 48 heures pour y répondre, tu as 36 heures, tu as 12 heures, ça me prend ça avant la fin de l'après-midi, tu sais. Ça arrive, là, pouf! Puis là, vous dites, hey, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Une demande très grande avec un délai très court ou imaginez là, une demande là, où vous sentez désarmé tout d'un coup, là, sans ressources. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je vais vous parler de deux choses. OK? Je vais vous parler de deux choses. D'abord, des stratégies comportementales. Comment réagir? Et ensuite, des stratégies cognitives. OK? Donc, d'abord, là, c'est quoi les stratégies comportementales que l'on peut mettre en action? OK? Je vais faire des liens là, en vous les présentant. La première chose que l'on dit aux gens, c'est partager votre expérience. OK? Ça a l'air bizarre, probablement, de se faire dire ça, mais cette idée-là, de partager, d'exprimer comment on se sent, OK? Ça a plusieurs effets. Un des premiers effets, c'est que ça mobilise votre réseau de support. OK? Les gens autour de vous vont vous écouter, vont vous aider à ramener la demande à des proportions plus réalistes. OK? Et vont probablement, malgré vous proposer des pistes, vont vous faire réfléchir et vont vous donner des pistes de solutions. Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a fait une demande, j'ai dit ça n'a pas de bon sens, je suis allé voir ma blonde, j'en ai parlé, elle m'a essayé de me calmer ou de me conseiller, j'ai dit tu comprends rien, je suis parti un peu fâché. 5 minutes après, je me suis dit elle avait raison. Elle avait raison. T'es mis en contexte, ça marche. Donc, il y a cette idée-là de partager l'expérience. Il y a un autre effet. OK? Qui est votre corps, quand le processus du stress s'active, sécrète des hormones de stress. Puis là, je ne peux pas entrer là-dedans beaucoup ce matin, mais il y a des hormones de stress qui sont sécrétées. Je veux dire, votre rythme cardiaque ne s'accélère pas tout seul. Là. Il y a quelque chose qui se produit. Là. OK? Vous avez beaucoup plus d'énergie tout d'un coup. C'est ça que ça fait le processus de stress. Ça prépare à l'action. Partager son expérience, ce que ça fait, c'est que ça permet au corps aussi de sécréter des hormones qui vont venir contrebalancer les effets du stress, d'activation du corps. Et donc, ça va contribuer physiologiquement à vous calmer. Et si vous, là, quand vos manifestations de stress, c'est venir tendu,
avoir de la misère à se concentrer, venir un peu mal, puis avoir de la misère à respirer. Mais en partageant votre expérience, ce que ça fait, là, c'est que le corps, tout seul, naturellement, va se calmer. Et c'est pour ça que j'ai mis les stratégies cognitives quand vous êtes en état de détresse importante, là, quand vous avez une grosse réaction de stress. Vous mettez à penser tout de suite, là, c'est bien difficile avant que le corps soit calmé. OK? Donc, d'abord, calmez le corps. Fait que partagez votre expérience. 2, respirez. Ça a l'air bête, hein, se faire dire ça dans une formation sur le stress. Mais respirez. Et là, je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est fort simple, ça aussi. Il y a des applications là, pour la respiration. Une qui s'appelle, entre autres, Respirelax. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous l'avez. C'est une très bonne application qui aide à respirer. Puis, il y a une autre application qui s'appelle Calm, OK, qui aide où il y a toutes sortes de méthodes de respiration. Pourquoi? Parce que c'est la même idée de reprendre le contrôle de notre système, là. De calmer le processus du stress, donc faire baisser la tension. OK? Et vous pouvez aussi écouter de la musique pour respirer, parce qu'on sait que la respiration va venir se coller sur le rythme de la musique. C'est vrai, 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 là. Et donc, écoutez pas là, du disco là, ou des affaires comme ça, parce que vous allez accélérer le processus du stress, c'est pas vrai. Mais écouter de la musique calme, là, ça a un effet réel sur le stress parce que votre respiration va se coller au rythme de la musique. OK? 2. 3, faites du sport, allez faire autre chose. Faire du sport, là, ça prend un certain temps, mais allez faire autre chose. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, allez marcher. Allez marcher. En fait, utilisez l'énergie que votre corps vous donne. OK? Votre corps, là, il a été très mobilisé, comme tout d'un coup, là, il y a une demande. Utilisez-la, cette énergie-là. Dépensez-la pendant quelques minutes et ça va permettre au corps de se calmer. OK? Et finalement, je suis dans les stratégies comportementales très concrètes, là. Apprenez à rire. Apprenez à rire de vous-même, pas de l'autodérision, là. Mais apprenez à rire de vos travers, de vos réactions, de vos façons d'être, parce que 2 effets, ça va ramener la demande à des proportions plus réalistes et ça va diminuer la réaction physiologique du stress. OK? Donc, c'est 4 stratégies très simples, mais c'est des stratégies qui vont vous permettre de recommencer à penser. C'est pour ça que j'en parle. C'est des stratégies, là. Et donc, se forcer à penser à un problème immédiatement, souvent, là, il faut se donner le temps. L'espèce de time-out, là, des fois qu'on a, là, ben, il est nécessaire. C'est aussi ça que je vous dis. Puis des fois, ça arrive quand on nous fait une demande, mais des fois, ça arrive en réunion. Puis là, vous dites, là, j'ai besoin de prendre une pause pour que je sorte 5-10 minutes, là. C'est vrai. C'est pas une invention de votre esprit, là. C'est le stress qui est monté tout d'un coup. Vous allez dire, non, là, faut que je sorte, là. Là, ces time-out-là sont parfois nécessaires, puis vos employés en ont parfois besoin quand vous leur demandez des choses trop importantes. Quand vous leur faites des grosses demandes, dites-vous dans votre tête, ça se peut qu'il y ait besoin d'aller respirer 5 minutes, là. Je vais l'envoyer respirer 5 minutes. OK? Donc, 1, là, calmer la réaction de stress. 2, des stratégies cognitives. Des stratégies cognitives. OK? Comment, qu'est-ce qu'on... Là, on s'est calmé. Tranquillement, pas vite, on récupère une forme d'aptitude à penser. 1, détecter les stresseurs dès qu'ils apparaissent. Apprendre à détecter les demandes. Vous allez voir, je vais vous parler des demandes, je vois le temps qui file, là. Apprendre à détecter les demandes, OK, dès qu'elles apparaissent et apprendre à les gérer. OK? Ça, là, donc, devenez bon à saisir où vous voyez des demandes dans votre environnement. Parce que, je vais vous dire un autre secret à propos des demandes, ce qui pose toujours, mais toujours problème dans le cas du stress, c'est pas les demandes claires, circonscrites, objectives. Ce qui pose toujours problème, là, mais là, toujours, là, vous pouvez le mettre en caractère gras, en lettres majuscules, avec des néons, comme vous voulez, là, toujours. C'est les demandes qu'on s'imagine. Hey, est-ce que tu peux me faire ça pour demain? Puis là,
faire ça pour demain, c'est pas si pire, mais là, vous ne connaissez pas trop les paramètres. Donc là, vous dites, ah, faut que je vais faire ça de façon extraordinaire. Mais c'est l'extraordinaire, le problème. Puis là, vous dites, hey, là, il faut que je fasse ça. Puis là, ça prend des proportions absolument gigantesques. OK? Et donc, apprenez à détecter les demandes dans votre environnement. OK? Deuxième chose, ça, c'est la première stratégie cognitive. Devenez apte à, est-ce que vous demandez vous-même d'agir de telle façon dans tel contexte? Est-ce que, là, je parlais des mandats, mais on s'en fait plein de demandes dans la vie. Il faut se comporter comme ça, il faut agir comme ça, il faut faire ci, il faut faire. Apprenez où vous vous faites des demandes. Okay? 1. 2. Plutôt que d'éviter de penser au stresseur, comprenez-le. Il y en a qui disent, hey, moi, il ne faut pas que je pense à ça, ça va arriver puis ça va me stresser si je pense. Là, je détruis des mythes, là. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Il faut penser à toutes les situations dans la vie pour être en mesure d'y répondre. Parce que si vous y pensez, si vous le comprenez, vous allez avoir déjà une idée de la façon d'y répondre si la situation se présente. OK? Et donc, loin d'avoir l'effet de ça va me stresser, ça va me stresser. Non. Il faut penser. Il faut avoir un plan A, mais il faut avoir un plan B, puis un plan C, puis un plan D. C'est correct d'avoir ça. C'est normal. OK? Donc, plutôt que d'éviter de penser au stresseur, là, comprenez-le. Puis là, je vous ai parlé de ma troisième stratégie cognitive. L'inverse du stress, c'est la résilience. L'inverse du stress, c'est la résilience. Ayez un plan B, un plan C, un plan D pour répondre à une demande. Si vous n'êtes pas capable de répondre à une demande, il arrive quoi? Si vous y répondez comme ça, il arrive quoi? Si vous répondez comme ça, il arrive quoi? Et du coup, ça va devenir beaucoup moins menaçant. OK? Et la dernière chose, c'est cognitive, c'est voyez les situations, les demandes comme des défis plutôt qu'une menace. Vous avez choisi d'être là. Vous avez choisi d'être en affaires. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas beaucoup de monde à qui on menace de casser un bras pour faire quelque chose. Ça arrive, là, mais pense pas dans votre milieu. Là. Vous avez choisi. Vous devez être capable de le faire. Et donc, de le voir comme ça change l'angle de vue et ça permet de mobiliser les ressources. Est-ce que ça vous va? C'est correct? C'est bon. OK. Maintenant, donc là, on prend pour acquis, puis vous voyez, ça va vite, là. On a défini le processus de stress, on a parlé des manifestations, on a parlé du processus, puis on s'est dit, là, tu sais, quand on a une grosse réaction, comment on réagit? Maintenant, comment on gère ça au long cours, le stress? Tu sais? Il y a 3 éléments. 3 éléments à 5 minutes. OK. La première chose qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez gérer le stress au long cours, là, la première question à se poser, c'est vous voulez quoi au fond? C'est drôlement important de répondre à cette question-là. OK? Il y a les demandes objectives. Celles, tu sais, qu'est-ce qu'on nous demande? Celles qu'on peut quantifier. Là. Sur une échelle de 1 à 5, là, j'ai répondu comment à cette demande-là. OK? Ça, c'est les demandes objectives. Tu sais, qu'est-ce que je veux? C'est ça la bonne question. Et le problème, c'est ce que je vous ai dit, c'est les demandes subjectives, celles que vous vous imposez. Hein? On me demande de faire telle affaire. Objectivement, là, c'est correct. Mais je voudrais faire ça demain. Et les problèmes de stress embarquent là. Et donc, la première chose à faire, c'est d'arriver à ce que je suis en train de vous dire, c'est transformer vos demandes objectives. C'est aux demandes objectives qu'il faut s'intéresser si on veut gérer le stress. Les demandes subjectives, pensez-y, là. Hein? Vous voulez remettre le meilleur projet du monde. Il n'y en a pas de ressources qui vont vous permettre de faire le meilleur projet du monde. Le meilleur projet du monde n'existe pas. Je veux dire, c'est quoi les ressources qu'il va falloir mobiliser pour faire le meilleur projet du monde? Pensez-y une fraction de seconde. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, qu'est-ce qui est réaliste dans le temps qui m'est imparti avec ce que j'ai comme capacité? Ah, là, je vais marcher avec vous autres, par exemple. Là, je vais marcher avec vous autres. C'est après ça qu'on va courir. C'est ça qu'on veut.
Mais le meilleur projet du monde, là, c'est sûr que c'est une garantie de source de stress pour tout le monde puis des nuits blanches pour tout le monde. OK? Et donc, il faut arriver à dire concrètement, là, le meilleur projet possible. Puis moi, je vous le dis, je vous dirais, OK, c'est quoi le meilleur projet possible? Bien, un projet comme ça, comme ça. Là, on est déjà dans du plus objectif, du plus atteignable. OK? Et donc, transformer ça en objectif. OK? Là, vous êtes en entreprise, là. C'est sûr que vous connaissez ça, là. L'établissement d'objectifs. Mais moi, je vais vous en parler d'un côté psy. OK? D'un côté psy, là, qu'est-ce que ça fait avoir des objectifs psychologiquement? Bien, ça fait ça, un objectif psychologiquement. Ça dirige l'attention. OK? Avoir un objectif, ça aide à nous centrer sur la tâche. Ça aide à nous centrer sur ce qu'il y a à faire pour atteindre cet objectif-là. OK? C'est ça. 2, ça mobilise l'effort. Hein? Avoir un objectif, ça mobilise l'effort. Puis ça, vous connaissez ça bien mieux que moi, la gestion de projet. Là. Hein? Vous êtes toujours dans mais souvent, là, ce que j'essaie de vous faire penser, c'est que les aspects psy, on n'y pense pas souvent. C'est que bien présenter là, un objectif, là, ça mobilise réellement et ça incite à l'effort. OK? Un objectif auquel tout le monde a adhéré. Et ça, c'est la clé. Une demande objective à laquelle tout le monde a l'occasion de dire oui, c'est beau. Ça marche. Tu sais, faire le meilleur projet possible, peut-être que tout le monde n'y adhère pas. Oui, je le sais. Mon temps, là, je regarde mon temps. Mais avoir un objectif où tout le monde a pu adhérer, ça mobilise et ça incite à l'effort. Ça incite à persévérer aussi. Et de façon étonnante, en tout cas pour nous en psycho, ça force l'apprentissage et le développement à avoir un objectif. Parce que quand on ne l'atteint pas, ce qu'on s'est rendu compte, ce que ça fait, c'est que les gens se disent « Non, j'ai mon objectif, je veux l'atteindre » et ils trouvent des nouvelles façons d'essayer d'aller le chercher. Bon, rapidement, puis ça, vous connaissez ça, OK? Mais probablement en entreprise, le SMART, hein, simple, mesurable, accessible, réaliste, opportun, autodéterminé. Le autodéterminé est toujours oublié par tout le monde, d'ailleurs, je vous le dis. Ce qui veut dire que tout le monde devrait adhérer aux objectifs, sinon, ce n'est pas un bon objectif. Je vous donne, et donc, ce que je suis en train de vous dire, là, excusez-moi, là, je vais vite, là, parce que je vois mon temps. C'est quand vous commencez un projet, vous êtes là. Pour ceux qui ont des enfants et qui connaissent Fortnite, hein, un objectif complété. Et moi, j'appelle ça la hauteur du saut. Hein, et c'est ça qu'on fait quand on gère notre stress au long cours. Maintenant, 2 autres choses rapidement. L'autocompassion. Pour gérer le stress, ce que l'on sait, c'est que l'autocompassion est très importante. C'est quoi l'autocompassion? C'est la capacité de regarder ses propres difficultés ou ses propres demandes avec sensibilité. OK? Et il y a un mythe qui court autour de l'autocompassion qui dit « Ah oui, mais si je regarde ça, là, je vais m'apitoyer sur mon sort. Je vais m'apitoyer puis je vais me plaindre. » Je vais vous dire un secret, là. En fait, ce qu'on sait, c'est que les gens qui font preuve d'autocompassion envers eux-mêmes et envers les autres, c'est des gens qui, en fait, prennent plus d'initiatives, se développent plus pleinement, sont plus motivés à apprendre et sont plus persévérants. L'autocompassion, c'est pas s'apitoyer sur son sort. Là. Être capable de dire c'est vrai que c'est difficile, là. En fait, ça a l'effet inverse. C'est que, du coup, ça nous propulse par en avant. OK? Donc, l'autocompassion est un outil de gestion du stress extrêmement important. Bon, c'est ça que je dis. Et je vais terminer, parce que je me suis rendu compte que j'étais trop ambitieux, sur le sentiment d'auto-efficacité. Là, vous dites, c'est quoi cette affaire-là, le sentiment d'auto-efficacité? Le sentiment d'auto-efficacité, c'est le sentiment qu'on a ce qu'il faut pour réussir. Je vous ai parlé de l'importance de voir les choses comme un défi, mais le sentiment d'auto-efficacité, c'est la conviction qu'on a, qu'on est capable de faire ce qu'on a à faire au moment où on a à le faire. OK?
Et donc, on sait que les gens qui ont un bon sentiment d'auto-efficacité, c'est des gens qui vont se fixer des objectifs stimulants, difficiles, mais ils vont être plus persévérants, vont faire plus d'efforts, vont être plus positifs, ils vont mieux s'adapter. Comment on fait pour améliorer ce foutu sentiment? Arrangez-vous pour atteindre vos objectifs. Puis là j'ai fait mon escalier tantôt, là. J'ai pas eu le temps d'en parler très longtemps, pas du tout même, mais prenez des petites marches. Prenez des petits objectifs qui nous amènent tranquillement pas vite vers l'objectif. Ayez un modèle, quelqu'un qui vous ressemble, que vous admirez. C'est important, c'est pas bébé. C'est très important, puis en plus, demandez-lui de la rétroaction. Demandez-lui de vous dire comment vous vous en tirez, puis demandez-lui de vous dire, c'est pas juste « es-tu bon, es-tu pas bon » là. Comment tu peux t'améliorer? Qu'est-ce que tu fais de bien? Et finalement, parlez-vous. Oui. Parlez-vous, là, littéralement, dans le sens de développer un discours interne qui est positif, qui vous amène vers votre objectif. Voilà. Et je pense que, l'autre chose, c'était prenez du plaisir. Prenez du plaisir. Et là, je sais que vous êtes pressé dans le temps. Prenez du plaisir. Identifiez votre pourquoi, c'est drôlement important actuellement. Fêtez-vous à l'atteinte de vos objectifs. Je vous ai parlé du réseau social. Ça n'a aucun prix, un réseau social. Entretenez-le, puis pas juste professionnel, personnel. OK? C'est souvent ce qu'on met de côté quand on est tout le temps, mais je pense particulièrement quand on est en affaires. C'est vraiment important d'entretenir son réseau familial, son réseau social d'amis. Puis, engagez-vous sans retenue dans votre vie professionnelle. Un des facteurs de stress, c'est avoir un pied dedans, un pied dehors, parce qu'on se fait des demandes qu'on n'arrive jamais à atteindre. Et donc, engagez-vous sans retenue. Il n'y en a pas de danger si vous gérez bien vos affaires. OK? C'est gratifiant, c'est intéressant. Et je voulais vous laisser là-dessus, là. Je le sais que ça a l'air de ça. Gérer ça. C'est quand on court après un objectif, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre le processus puis qu'il ne faut pas continuer à essayer. Donc, là, je pense que j'ai amplement dépassé mon temps. Merci beaucoup. Étienne, quel plaisir. On aurait écouté jusqu'à midi. Mais vous pouvez poser vos questions. C'est votre temps à vous. Maintenant, vous pouvez profiter d'Étienne pour les 10 prochaines minutes. Est-ce que vous avez des questions? Puis vous pouvez ouvrir votre micro. C'est une toute petite formation ce matin. Il y a une formation complète qui va avec ça, organisée par l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est le 8 et le 15 mars, de 8h30 à midi. Il y a encore quelques places, alors on vous a mis dans le chat le lien, si ça vous intéresse, de vous inscrire. Alors, on ouvre les micros, les amis, on est là pour, en famille, les gens d'affaires de Saguenay. Avez-vous des questions? Moi, j'ai adoré l'escalier. Parce que c'est vraiment ça. Oui, mais c'est vraiment ça, cette idée-là dans la gestion du stress, un des problèmes, c'est qu'on a souvent tendance, c'est que j'ai parlé de la hauteur du saut, moi, c'est comme ça que j'en parle. C'est la hauteur, à quelle hauteur, qu'est-ce qu'on veut? À quelle hauteur on veut sauter? Le problème qu'on a toujours, c'est qu'il y a deux ordres. Un, les gens veulent toujours sauter jusqu'à la Lune, puis c'est impossible. Puis l'autre chose qu'on a, c'est que les gens veulent sauter, ils veulent faire des sauts trop grands. On se dit, par exemple, puis moi, on l'imagine toujours, on veut sauter 8 pieds de haut, OK, mais ça prend combien de marches pour sauter 8 pieds de haut? Et qu'en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que, puis l'exemple de quand on démarre un projet est très bon. Quand on démarre un projet, on se dit, notre saut, c'est le projet complété, là, mais on peut pas se demander de fonctionner, comme si le projet était presque atteint. Au début, on ne sait jamais trop où on s'en va. On ne sait jamais trop comment s'organiser. Il y a une période de flottement qui est tout à fait normale. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas ces affaires-là.
Il y a des gens qui disent, ah non, là, ça me stresse, il faudrait aller vite, il faudrait déjà être là, Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Je veux dire, c'est un mensonge qu'on se raconte à nous-mêmes. Et cette idée d'escalier-là est fort utile. Puis, des fois, là, on redescend. Des fois, là, quand on se rend compte qu'on essaie de monter une marche trop haute, il faut redescendre. Puis c'est correct redescendre. Il faut l'accepter, le fait. Puis c'est là où l'autocompassion vient jouer. Il faut être capable de dire non, on n'était pas là, on va redescendre. Oui, mais il me reste juste 2 semaines. Ben oui. C'est comme ça, là. C'est correct, là. Ça va aller. Et l'idée de l'escalier, je pense, puis est très imagée, là. Ça marche généralement parce que les gens se disent ah oui, OK, on le voit, là. Qu'est-ce que tu penses de la règle du 80-20? Parce que je dis souvent ça, là. Puis se donner droit à l'erreur. Puis c'est pas parfait, mais on fait des choses, on avance. C'est comme on utilise souvent ça dans l'équipe. Oui, mais moi, je trouve ça très intéressant comme idée. Puis moi, je vais faire des liens avec les éléments plus psy. J'ai parlé se donner le droit à l'erreur, que ce ne soit pas parfait. Moi, je relie ça beaucoup à l'idée de l'autocompassion. De l'échec, ça fait partie ça fait partie de la vie. Là. Échouer, c'est correct. Échouer, c'est normal. Ce qui est important, c'est qu'on ait quand même un certain pourcentage de succès. Mais se tromper, c'est pas grave. Là. Ça fait partie de la vie. Il faut être capable de l'accepter, de le regarder, puis de se dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? C'est correct. On passe au suivant. Ça, là, cette capacité-là de considérer les choses comme ça, en fait, c'est associé à moins de détresse. Parce que là, je peux parler de détresse. C'est associé à moins de détresse. Parce que les gens sont capables d'en tirer des leçons. Ils ne voient pas ça comme un échec personnel. Le problème, quand on regarde ça en se disant « Ah, j'ai pas réussi, ça fait pas », c'est que là, c'est une menace pour nous. Et là, on n'est plus dans la demande objective. On n'est plus dans « j'ai essayé d'atteindre quelque chose », on est dans « ça prouvait ma valeur ». Mais non, je veux dire, jamais qu'on prouve notre valeur avec un projet. Là, on mélange des choses. Là, se tromper, échouer, ça fait partie de la vie. C'est normal. Quelqu'un qui n'échoue pas, là, pour vrai, là, ce que moi je me dis, c'est qu'il n'essaye pas. Il joue ça trop safe tout le temps. C'est plus être conservateur rendu là. Là. C'est avoir peur d'essayer autre chose. Donc, il y a la question de l'autocompassion. Puis, cette idée-là aussi, là, du 80-20, d'essayer, puis de se donner le droit à l'erreur, c'est relié aussi à toute la notion de plaisir. Je veux dire, si à toutes les fois qu'on entreprend un projet, on met notre ego sur la table, il n'y en a pas de plaisir. Là. Il n'y en a pas de plaisir. Là. L'idée en arrière du plaisir, c'est de savoir pourquoi on est là, pourquoi on fait les choses. Ben, oui, on veut faire des sous, oui, on est là, on veut vivre, on veut... Mais il y a des raisons aussi pour lesquelles on a choisi ça particulièrement. Puis cette idée-là, ça doit prendre un sens qui est plus grand que nous. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais le sens plus grand. Là. On s'inscrit dans une communauté, on s'inscrit dans quelque chose qui a un sens plus grand que nous. Et de le voir comme ça permet d'avoir du plaisir, puis ça permet étrangement, ça permet de se donner le droit à l'erreur.